Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Simon. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien, toi? Très bien aussi. Cette fois-ci, je t'ai invité, c'est moi qui t'ai sollicité, pour parler de C2 et C8, qui sont deux projets de loi assez massifs faits par le gouvernement Carney, qui est quand même suractif en termes de marathon de loi qui est dans le début de son mandat, fait qu'il est très, très imposant. Et ces deux lois-là ont des impacts sur la vie privée, dont la raison pourquoi je t'invite. Donc, je te laisse présenter ça, voir un peu, puis on va descendre avec des questions, là, comme à l'habitude. Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être sur ce balado. Et effectivement, C2 et C8, deux projets de loi qui ont été déposés assez rapidement là, lors de la première session parlementaire là, du nouveau gouvernement Carney et qui ont des implications en matière de droit de la vie privée. Je commencerai avec C2 parce que c'est peut-être celui-là qui est plus surprenant. C8, on va pouvoir en parler par la suite. On a beaucoup entendu parler du projet de loi C5 depuis que Carney est élu. C'est comme son projet de loi sur abolir les barrières tarifaires et avec différents éléments là-dedans. Puis on dirait que plusieurs pièces législatives de ce nouveau gouvernement suivent un peu la formule là. La formule de type omnibus, là, c'est-à-dire qu'on rassemble vraiment, on va modifier des dizaines de lois, on va un peu dans tous les sens, on met une accroche là, dans le titre de la loi, mais ensuite on va aller dans différents éléments. Donc C2, c'est la loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité. Je vous dirais que et d'autres mesures connexes liées à la sécurité est quand même assez important, considérant que C2, c'est 16 parties, 140 pages et près de 20 lois fédérales qui sont modifiées. Donc, on n'est pas que sur les enjeux frontaliers avec ces deux. Il y a également d'autres éléments. Projet de loi présenté par le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Gary Ananda Sangari. Et c'est ça. Donc, il y a plusieurs parties qui vont créer qui visent essentiellement à faciliter l'accès à certains types de données par les forces de l'ordre à des fins d'enquête. Et là, ici, pas que les agents frontaliers à des fins de sécurisation de la frontière. On voit vraiment là, certaines brèches là, qui sont ouvertes là, dans la confidentialité de certains types de données, particulièrement des données en ligne. Ouais, puis c'est ça, ce qu'on parlait un peu en pré-show, là, parce que ça va quand même un peu briefer. Ça ouvre très large le portrait sur les informations qui vont devenir disponibles à ces forces de l'ordre-là, tout dépendant de comment la portée qu'en est faite. Là, je n'avais pas trop saisi si ça s'était limité aux services frontaliers ou c'est un accès un peu plus élargi malgré tout dépendant du contexte et les modalités d'accès aussi à ces nouvelles informations-là. Effectivement, il y a deux principales parties, puis il y a d'autres petits éléments que je pourrais peut-être mentionner parce qu'il y en a qui sont un peu cocasses là, dans ces deux, mais il y a deux principales parties qui ont attiré mon attention en tant qu'avocat en respect de la vie privée. C'est la partie 14 qui modifie le code criminel. Donc, quand on parle de code criminel, on parle d'une loi fédérale d'application générale. Il n'y a pas d'exception au code criminel. Ça s'applique à tout le monde. Et donc, les dispositions permettant aux agents de la paix d'accéder à des données, à moins qu'elles soient dans une sous-section qui a un champ d'application limité, mais sinon, en général, elles vont être d'application générale. Donc, en modifiant certaines sections du code criminel, on vient élargir les pouvoirs d'accès aux forces de l'ordre à travers le Canada. Puis, il y a une autre partie qui est la partie 15, qui, elle, crée un cadre juridique qui est un peu le revers de la médaille de la partie 14, qui vise à ce que les fournisseurs de services électroniques facilitent l'accès aux données en se développant des capacités techniques pour que lorsqu'une personne autorisée fait une demande d'accès à des données pour enquêter sur une infraction, elle va être capable d'y accéder. C'est ce qu'on appelle le régime de l'accès légal, du legal access en anglais, qui avait jamais été formalisé dans une loi en particulier. Donc, pour les gens qui écoutent le podcast, qui ont peut-être des fois eu à chercher des lignes directrices là, un peu obscures sur l'accès légal, ben si C2 est adopté, il va y avoir une loi là-dessus. Mais
la modification au code criminel. Donc, qu'est-ce que ça vient changer essentiellement? C'est que ça donne aux agents de la paix un pouvoir d'ordonner à des fournisseurs de services électroniques. Puis les fournisseurs de services électroniques tels que définis, ce n'est pas que des fournisseurs de services de télécommunication. En fait, c'est défini de façon très large, là, puis je ne peux pas citer la définition au complet, là, mais c'est essentiellement tout service qui permet de mettre à disposition des informations sous une forme immatérielle par un moyen technologique. Là. Donc, ça nous rappelle presque certaines dispositions très larges de la loi 25, n'est-ce pas? Là? Et donc, fournir des services sur Internet, là, pas mal un fournisseur de services électroniques au sens de cette disposition-là. Et donc, ces fournisseurs de services électroniques-là peuvent être ordonnés par un agent de la paix et donc sans besoin d'aller chercher un mandat préalable auprès d'un juge pour obtenir des renseignements sur les abonnés ou le client du service, notamment l'identifiant du client, c'est le numéro de compte, le type de service qui lui est fourni, la période pendant laquelle les services ont été fournis et des renseignements permettant d'identifier les dispositifs utilisés par l'abonné ou le client pour accéder au service. Donc, essentiellement, des métadonnées sur l'utilisation du service. Puis, donc ça, c'est un élément quand même assez important parce que ça peut mener, ça va faciliter clairement le travail d'enquête. Il faut que ces demandes-là soient liées à des motifs raisonnables de croire que les renseignements sont pertinents et nécessaires à la poursuite d'une infraction criminelle. Ceci étant dit, ça contraste quand même, puis on en discutait un peu avant le début de l'épisode, ça contraste à mon avis avec la jurisprudence récente là, de la Cour suprême, notamment l'affaire Bicovets, sur l'accès par les forces de l'ordre à l'adresse IP sans mandat. Que la Cour suprême est venue essentiellement condamner, c'est-à-dire dire qu'il fallait avoir un mandat pour obtenir cette information-là. Donc, on voit ici qu'il y a peut-être un réalignement que le politique cherche à faire dans la foulée, je présume, d'une volonté de sécuriser davantage les frontières, mais peut-être de façon plus générale la société canadienne, parce que le projet de loi va effectivement plus loin. Ouais, puis à mon feeling, puis ça, on en parle aussi en pré-show, ça ressemble beaucoup à des lois américaines comme style de portée dans lequel on fait, même pour la conservation des données aussi, on le voit beaucoup aux États-Unis, cette obligation de conservation de ces données-là ou de faciliter la collecte de ces données-là par la force de l'ordre. Donc, c'est une tradition qui est, pour à mon sens, plus américaine par rapport à ce qu'on est habitué. Donc, on se retrouve dans un contexte de généralisation au Canada de la collecte, la conservation et donc de fournir cette information-là à la demande. Puis c'est ça, moi, ça me trouve beaucoup parce que c'est vraiment à la demande. Donc, quasi à la discrétion des forces de l'ordre d'aller poser les questions puis d'obtenir l'information avec une capacité, j'imagine, de challenge des compagnies qui reçoivent les demandes, mais avec une capacité qui est quand même probablement limitée en tout de ça. Là. Ça va être des avocats de ces compagnies-là qui vont devoir dire « Ouais, non, tu vas peut-être un peu loin dans ta demande et de recadrer, mais je vois pas de limite réelle à l'application de cette règle-là. Il y a effectivement beaucoup d'éléments d'inspiration américaine qu'on pourrait dire dans ces deux, que ce soit le style omnibus avec on modifie plein de lois dans un projet de loi à certaines choses, la définition de fournisseurs de services électroniques très large qui ressemble effectivement à FISA et de lois américaines en matière de surveillance. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que ces demandes-là peuvent être faites à des fournisseurs de services électroniques qui sont définis comme étant des personnes qui offrent ces services-là au Canada. Mais si le fournisseur est étranger, donc même s'il offre des services au Canada, mais qui n'est pas une entreprise canadienne, bien là, il faut une autorisation d'un juge au Canada. Donc, il y a une plus grande facilité, en fait, plus grande facilité à accéder aux renseignements d'identification d'abonnés chez un fournisseur canadien que chez un fournisseur américain. Quand on pense avec quel type de fournisseur on fait affaire,
parfois on va vouloir privilégier les fournisseurs locaux. Ben là, dans ce cas-ci, avec la mécanique de comment le droit criminel est construit, ça mène à cette espèce de situation-là un peu étrange, à mon avis. Puis, comme tu l'as mentionné, effectivement, les compagnies pourraient chercher à contester ces ordres-là venant d'agents de la paix, mais il y a la partie 15 que j'ai mentionné au début, qui est l'autre côté de la médaille, qui vient obliger tout fournisseur de services électroniques qui recevrait une demande de fournir une assistance raisonnable pour permettre à la personne autorisée d'accéder à de l'information. Donc, au lieu de créer des mécanismes, si on veut, spécifiques là, de contestation, peut-être pour assurer une meilleure équité procédurale, si on veut, dans le nouveau pouvoir d'accès, ben en fait, C2 fait plutôt le contraire. Là. C'est-à-dire encourage, crée une obligation positive d'assistance vis-à-vis là, les forces de l'ordre qui font la demande. Et non seulement une obligation générale d'assistance, mais également une obligation de maintenir des capacités opérationnelles et techniques pour assurer l'accès aux renseignements. Parce que dans ce que j'ai lu sur les raisons derrière ce projet de loi-là, le régime d'accès légal, donc force de l'ordre qui demande d'accéder à des données d'usagers, d'abonnés, de services, essentiellement de télécommunications, c'était beaucoup un régime presque uniquement vers les télécommunicateurs canadiens. Elle fonctionnait quand les deux groupes, c'est-à-dire les autorités publiques et de l'autre côté les fournisseurs, s'entendaient sur quel type de données, qu'est-ce qu'on fournit, comment on les fournit, mode de transmission, tout ça. Et avec la multiplicité des plateformes, des services, la variété des cybercrimes également, maintenant, les forces de l'ordre se sont retrouvées dans certains contextes à ne pas être en mesure d'accéder à certaines données parce que les fournisseurs avaient juste pas les capacités techniques ou leur système n'était pas paramétré d'une manière leur permettant de transférer les données demandées. Donc là, cette nouvelle loi-là, la loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information, qui est la partie 15 de C2, créerait une obligation de s'assurer d'avoir les capacités pour le faire et en cas également un pouvoir du ministre de ordonner par des ordres ministériels contraignants à un fournisseur pour le forcer à mettre en place certaines mesures afin d'assurer l'accès. Donc, il y a vraiment un pouvoir du ministre vis-à-vis de ça. Un régime d'inspection pour s'assurer que les demandes sont traitées comme il le faut et que l'assistance est fournie lorsque nécessaire. Et des sanctions pécuniaires pour non-respect là, de cette loi-là, pouvant aller jusqu'à 250 000 $. Donc, c'est quand même un régime assez costaud, là. Ouais, ben c'est ça. Ça renchérit sous le fait que ça ressemble beaucoup à un régime américain. Si on parle du FISA, par exemple, qui est un bel exemple de ça, qui est spécialisé pour une certaine chose parce que FISA, c'est vers l'étranger. Dans ce cas-ci, là, on est dans une loi qui est balisée dans le droit criminel, donc nécessairement qui est souveraine, donc c'est territorial au Canada, sur lequel ces éléments-là ont lieu. Donc, c'est un crime en territoire canadien qui peut être inspecté à ce moment-là légitimement selon cet énoncé-là, en tout cas ma compréhension. On se retrouve avec des capacités de surveillance, c'est quand même assez phénoménal de la part du gouvernement et des forces de l'ordre qui se rattachent. Oui, puis il y a d'autres éléments un peu surprenants là, dans ces deux, notamment la partie 4 qui modifie la loi sur la Société canadienne des postes, donc la loi sur nos services postaux, modifie plus particulièrement un article de cette loi-là, l'article 40, paragraphe 3, qui dit que tout contenu d'une transmission postale n'est pas susceptible de saisie, donc est protégé face aux saisies par rapport aux forces de l'ordre. Et là, C2, en fait, vient modifier, sauf en conformité avec une loi fédérale. Donc, essentiellement, le contenu de la poste serait moins confidentiel qu'il ne l'était suite à l'adoption, qu'il ne l'est en ce moment, suite à l'adoption de C2 si c'est adopté.
Là, est-ce que les postes seraient considérés comme des fournisseurs de services électroniques? Peut-être que ça nous renseigne un peu justement jusqu'à quel point est-ce que cette notion-là est large, là, parce que quand on pense à des lettres, je pense pas nécessairement à des fournisseurs de services électroniques, mais je vous ai mentionné la définition très large avant. Et là, si on lit en parallèle le fait qu'on vient, si on veut créer une exception à la règle de confidentialité de la Poste en lien avec les lois fédérales, loi fédérale, on peut viser ici le code criminel et donc la modification en question que j'ai mentionnée du code criminel serait comme une exception à cela. À voir. Je pense que ça, c'est probablement quelque chose qui va faire réagir parce que c'est un enjeu très spécifique, très concret qu'on est capable d'identifier puis de dire, ben là, les postes, c'est supposé être confidentiel, tout ça. Donc, peut-être que ça va faire l'objet de discussions lors des audiences particulières, des consultations particulières ou de l'étude détaillée du projet de loi là, à voir. Ouais. Est-ce que tu as vu dans le projet de loi des mesures de surveillance? Parce que là, c'est un pouvoir qui est quand même très grand, qui est donné aux forces de l'ordre. En général, il essaie de mettre un contre-pouvoir pour éviter les abus. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça dans la loi qui laissent place à ce contre-pouvoir-là ou à cet élément de surveillance pour éviter les abus? Ou à l'heure actuelle, c'est juste on ouvre le bar, puis on va voir ce qui va se faire après, puis on va gérer a posteriori? Mais je crois que les éléments de surveillance, comme ce qui me semble être le plus la modification déterminante là, du projet de loi, c'est la modification au code criminel. Dans ce cas-ci, les éléments de surveillance seraient les tribunaux responsables justement de la bonne application du code criminel en conformité avec, entre autres, notamment la Charte canadienne des droits et libertés et son article 8 sur la protection contre les fouilles et les perquisitions abusives. Et donc, je crois que c'est beaucoup ce pouvoir judiciaire-là qui constitue davantage le mécanisme de surveillance. Puis on est vraiment ici dans les contre-pouvoirs classiques d'une démocratie entre le gouvernement et le législatif et le judiciaire parce que on parle d'un projet de loi qui est porté par le ministre de la Sécurité publique. Hein. Donc, ouais, ben c'est en ce sens-là. généralement, c'est lui qui surveille. Non, ouais. Ouais. Dans l'absolu, ça va être la thèse des tribunaux qui vont permettre de baliser correctement l'usage de cette loi-là avec le temps et non une réflexion préalable à baliser ça d'une autre façon pour éviter les abus. Fait que ça va être testé par les tribunaux. Comme on le voit souvent d'ailleurs, là, quand tu parlais comme l'adresse civile, le code qui avait eu lieu, ben, c'est les tribunaux qui viennent mettre à l'exécution ou tester l'efficacité ou la légitimité des lois. Là, oui, puis je pense dans lequel on fonctionne. Ceux qui l'appliquent, c'est les agents de la paix, c'est les forces de l'ordre, tout ça. Donc, ils ont quand même. Moi, je suis pas un avocat de droit criminel, mais les forces de l'ordre ont quand même une manière, des lignes directrices, procédures sur justement quand est-ce qu'elles appliquent quel pouvoir. Et donc là, on vient créer un nouveau pouvoir. Donc, ça va venir ouvrir certaines catégories d'accès à certaines choses. Mais je pense pas non plus que ça devrait ou que ça va être interprété comme un bar ouvert par les agents de la paix. Je pense que ça va être c'est dans leur esprit, peut-être pas individuellement chaque agent ou agent de la paix, là, mais dans l'esprit des personnes, si on veut, responsables de comment est-ce que l'impact pratique dans les enquêtes de ce pouvoir-là, il y a déjà une certaine conception de ce que ça nous permet d'accéder d'une certaine manière plus efficace en comparaison à ce que on avait avant, ou du moins, je le souhaite. Je serais curieux d'entendre justement peut-être soit un avocat en droit criminel, soit des personnes qui travaillent de près avec des enquêteurs sur quand eux, ils voient cette modification-là au code criminel, qu'est-ce que ça sonne comme cloche dans leur tête? Ah, ben, ça va permettre d'accéder ça, ou est-ce que c'est oh, mais c'est assez étrange. Je peux pas vraiment vous dire spécifiquement qu'est-ce que ça change. Et donc, peut-être que là, il y a plus d'enjeux si on n'est pas capable d'identifier la raison d'être là, de pouvoir. Mais j'ose espérer que il y a quand même une certaine de mécanique qui supporte tout ça. Là.
Ouais, ben, je pense pas qu'on est dans un système qui a tendance à abuser, mais moi, ma préoccupation ma petite connaissance du droit américain, c'est qu'on se retrouve avec un registre, parce que je reviens toujours avec le FISA, qui ont une espèce de base de données dans laquelle les agents peuvent aller fouiller. Donc, ils récoltent l'information, puis de cette base de données, ils peuvent faire des requêtes dedans. Donc, on se retrouve par la bande construire ce registre-là, comme les Américains font. Et mon inquiétude en termes de vie privée. Mais dans le cas des Américains, ils se défendent parce que c'est des données d'étrangers qui sont dans ces bases de données-là. Dans les débats au Congrès, ben, ils disent généralement, là, ils mettent des balises pour éviter que des données d'Américains se retrouvent dans cette base de données-là parce que ça. Dans ce cas-là, c'est pour un point de vue américain, c'est un moindre mal si c'est des données d'étrangers qui sont dans cette base de données-là. Sauf que c'est qu'on qu'on a la potentialité de mettre en œuvre. Puis c'est pas que je dis qu'elle va se mettre en œuvre, mais on donne des outils qui peuvent le permettre, à ma perception, qu'on fasse ce système-là. Mais là, c'est des données de Canadiens qu'on a sur la consommation de nos services numériques, puis de commencer à devenir un data broker criminel. Mais bon, bref, ni toi ni moi, on est spécialisés en droit criminel, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça, mais... Oui, on va reconnaître la limite de notre compétence. Oui, puis mais ça demeure que mes inquiétudes sont là, qu'il y a cette base de données qui existe dans les mains de l'État, qui, dans le fond, donne des outils de surveillance accrue. Et un peu, on se retrouve dans un modèle d'État policier, comme on est en train de se voir se transformer les États-Unis, d'ailleurs, à l'heure actuelle, devant nos yeux, en temps réel. Je suis très préoccupé qu'on aille dans cette direction-là aussi comme citoyen canadien. Là. Bref. Tout à fait. Non, un aspect plus protection des renseignements personnels, là, ce qui est plus mon quotidien de C2, c'est une modification à la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Donc, loi qui s'applique surtout aux institutions financières au sens large, là, pas que des banques, là, mais également des compagnies de crédit ou autres, là, mais un espèce de quand même champ d'application sectoriel limité dans le domaine financier qui crée des obligations de vérification des clients, là, le fameux Know Your Customer, KYC, ce genre de choses-là. Eh bien là, une modification qui a été faite pour permettre aux entités réglementées par cette loi-là de recueillir et d'utiliser des renseignements personnels sans le consentement des individus. Si ils sont transmis par une entité publique ou une autorité policière, donc si c'est reçu par soit la police ou autre, et que l'utilisation est faite en vue de détecter ou de prévenir du blanchiment d'argent, du financement d'activités terroristes, du contournement de sanctions internationales ou dans un autre but compatible. Donc, je présume qu'il y avait peut-être un flou juridique un peu sur comment est-ce que les entités réglementées pouvaient utiliser les renseignements qui sont manifestement pas collectés directement auprès des individus, mais qui pouvaient provenir d'enquêtes, mais qui pouvaient être utiles pour justement lutter contre le blanchiment d'argent ou autre. Eh bien là, si C2 est adopté, il va y avoir une modification à cette loi-là et également à PIPEDA pour refléter cette nouvelle exception au consentement, essentiellement là, dans le but de lutter contre les menaces terroristes. Donc, c'est beaucoup qu'est-ce qui a attiré mon attention avec C2. Comme vous pouvez voir, je suis pas non plus un avocat en immigration, hein, donc il y a des mesures sur le partage de données avec le ministère Citoyenneté et Immigration Canada et tout ça, mais qui sont, à mon avis, un peu accessoires quand tu regardes l'architecture de C2, même si ça se veut être un projet de loi axé sur les frontières, c'est surtout un projet de loi de surveillance. Qui doit probablement s'aligner avec les demandes de notre voisin du Sud aussi, qui demande qu'on soit plus efficace au niveau de nos frontières. Là. C'est comme ça, parce qu'il y a certaines dispositions là-dedans que moi, j'avais jamais entendu parler d'arriver. D'habitude, il y a de la représentation pour que certaines mesures ou certaines lois se mettent en place. Là, c'est comme arriver sorti du chapeau sans aucun préavis, fait que c'est un peu particulier. Fait que à mon feeling, ça semble être sous pression des Américains qu'on c'est adore. Effectivement assez étrange comme pièce de projet de loi. Je peux dire que j'ai rarement vu un projet de loi de 140 pages qui modifie autant de lois avec même pas une disposition d'objet.
C'est-à-dire que normalement, un projet de loi s'est présenté, puis tu as un résumé exécutif au départ, ensuite les premiers articles qui créent la loi et tout ça, puis après ça, ça va aller modifier des lois. Mais souvent, au départ, justement surtout au Canada, puis surtout au fédéral, je dirais, parce qu'ils veulent, le fédéral cherche toujours à ancrer sa compétence constitutionnelle. On l'a vu un peu là, dans l'IAD, là, je sais pas si tu te rappelles, là, ça commence à dater un peu, là, mais la partie 3 de C27 sur l'intelligence artificielle, il y a vraiment une disposition d'objets qui venait mentionner que ça s'appliquait dans un contexte d'utilisation de systèmes d'IA interprovinciaux, dans le cadre du commerce interprovincial et tout ça. Puis tu vas te dire pourquoi ils ont mis ça là, mais c'est une raison constitutionnelle essentiellement. Là, ici, on a un hyper long projet de loi qui modifie différentes lois, mais qui commence directement modification au code criminel, modification, sans mentionner quel est l'objet de la loi. C'est-à-dire que si ça allait devant les tribunaux demain matin, puis qu'ils devaient faire le test de constitutionnalité sur le partage des compétences, je pense pas qu'il y aurait trop d'enjeux ici parce que c'est très droit criminel et tout ça, là. Mais il faut qu'ils cherchent l'objet de la loi. Pas grand-chose dans la loi qui lui dit c'est quoi l'objet de la loi. Donc ça, c'est quand même assez surprenant d'un point de vue juridique. Oui. Sinon, l'autre projet de loi qui est plus simple au niveau de l'objet de la loi, c'est le projet de loi C8. Là. Je ne sais pas si tu voulais qu'on aille là. Ben, juste un survol parce que c'est pas aussi substantif que C2, mais c'est quand même important de le voir réapparaître, au moins ce volet-là de ce que le précédent gouvernement avait tenté de mettre en place. Ben exactement. Puis pour ceux et celles qui ont suivi de près ou de loin là, les développements entourant le projet de loi fédéral C26, ben vous allez être content de savoir que il est de retour avec un nouveau nom. Hein? Donc, on commence à être habitué là, quand on vient à ce podcast-ci depuis quelques années où on suit les projets de loi fédéraux. Donc, C11 qui devient C27. Là, maintenant, c'est C26 qui devient C8. Alors, projet de loi C8 reprend de façon pas intégrale, mais presque intégralement le projet de loi C26. Donc, modifie en première partie la loi sur les télécommunications. Donc, on a mentionné tout à l'heure là, les télécommunicateurs qui étaient traditionnellement visés par l'accès légal. Ben, les télécommunicateurs vont aussi être intéressés non seulement par C2, mais aussi par C8, parce que l'objet, je faisais référence à l'absence de disposition d'objet dans C2, mais là, l'objet de la loi sur les télécommunications serait modifié par C8 pour inclure la promotion de la sécurité du système canadien de télécommunications. Donc ça, c'est un aspect, mais il y a également un pouvoir conféré à la ministre de l'Industrie, maintenant c'est une ministre de l'Industrie, d'interdire aux télécommunicateurs d'utiliser certains produits ou services fournis par une organisation en particulier ou de mettre en place des mesures de sécurité précises pour repérer ou remédier à une vulnérabilité dans leur système. Donc, il y a un aspect sécuriser davantage le système de télécommunications au Canada. Également, aucune indemnité qui ne serait versée aux télécommunicateurs en cas de perte financière découlant de ces ordres-là de la part du ministre de l'Industrie. Donc ça, c'est, si on veut, la première partie sur le volet télécommunications. La deuxième partie qui est la création d'une nouvelle loi, la loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, LPCE, qui reprend ce qui a été fait dans certains pays là, par rapport à certaines industries spécifiques, mais qui vise essentiellement à ce que des cybersystèmes qui sont utilisés, qui sont essentiels à l'opération de services critiques et de systèmes critiques qui sont listés dans une annexe. Donc, on fait référence ici aux télécommunications, aux pipelines et lignes électriques, interprovinciales et internationales, énergie nucléaire, système bancaire, système de transport relevant de la compétence fédérale et autres, qui eux seraient visés par un cadre juridique de cybersécurité spécifique qui implique notamment de devoir adopter un programme de cybersécurité à l'interne et à viser l'organisme réglementaire compétent dépendamment du secteur dans les 90 jours lui fournir une copie de notre programme, aviser le Centre de la sécurité des télécommunications, donc là, avec ceux qui vont être assujettis là,
à C8, puis qui ont aussi leur régime de vie privée à se conformer, à qui ils vont devoir notifier un incident de vie privée au régulateur de vie privée, ben, si l'incident de vie privée est aussi un incident de cybersécurité, qui est défini comme tout cybersystème dont la compromission impacte la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de l'information et qui peut menacer la continuité ou la sécurité d'un service critique. Donc, c'est un test quand même différent de celui du privé. On est beaucoup sur la continuité des services plus que sur l'impact sur la vie privée des individus. Mais on a aussi la triade de sécurité de l'information, la confidentialité, intégrité ou disponibilité dans la définition. Eh bien là, cet incident-là devra être rapporté au Centre de la sécurité des télécommunications également, qui vont probablement mettre en ligne un formulaire conçu par eux, qui sera probablement pas pareil que le formulaire de vie privée pour les régulateurs fédéraux. Donc, il va y avoir deux éléments distincts. Et également une obligation d'atténuer les risques liés à la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement et dans les fournisseurs tiers qui sont impliqués dans la prestation d'un service critique, et une obligation de se conformer aux directives de cybersécurité émises par le gouvernement. Donc, vraiment un régime assez robuste quand on est une entreprise d'un domaine style bancaire, énergie nucléaire, transport, télécommunications, assujetti à la compétence du Parlement fédéral. Ça va suivre son cours. C26 s'était rendu jusqu'en troisième lecture, puis là, j'ai cru comprendre que en raison d'un problème de traduction. C'est drôle que ça arrive au Canada. Ça, on est presque surpris. Donc, en raison d'un problème de traduction, apparemment, ça n'a pas pu procéder à temps là, pour se faire adopter avant la fin de la législature là, dernière. Et donc là, c'est de retour, mais ça va devoir refaire chaque étape. Donc, est-ce que ça va aller aussi vite, plus vite que ça l'a été peut-être à suivre? En tout cas, on a un gouvernement qui est pressé de faire appliquer. Ouais, c'est ça, on a un gouvernement qui est pressé de faire appliquer les lois, de faire entrer en vigueur. Fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de pression à se faire. Puis on n'est pas dans le même mood politique. Il y avait beaucoup de perte de temps de partisanes qu'il y avait dans la dernière législature. Fait que je pense que ça va se régler. Fait qu'on risque de voir le C8 maintenant prendre action. Puis un peu imiter, parce que c'est pour ceux qui peuvent voir la ressemblance, ça ressemble à NIS 2 en Europe en termes de moins large que NIS 2, mais c'est quand même dans la même mouvance de on réglemente tout le monde, puis maintenant on contrôle les chaînes d'approvisionnement, on s'assure que les services sur lesquels les citoyens s'attendent soit corrects, soit en fonction, surtout ceux qui sont très importants, les banques, l'électricité, l'énergie, ces éléments-là qui sont fondamentaux à nos sociétés modernes. Ça risque effectivement d'aller peut-être plus vite au niveau du travail parlementaire, mais je viens de voir que en deuxième lecture, en ce moment, C2 est en deuxième lecture, alors que C8 est encore en première lecture. Et comme il s'agit de deux projets de loi émanant du même ministre de la Sécurité publique, normalement, ils iraient au même comité. Et donc, les deux ne peuvent pas être étudiés en même temps. Et donc, si C2 est étudié en comité avant C8, là, ça pourrait retarder C8 quand même pas mal. Donc, C26 qui était si près du but, là, c'est comme si on joue à serpent-échelle, puis il a pris la tête du serpent, là. Il est remonté au tout début du jeu. Ouais, c'est ça, là. En tout cas, souhaitons qu'on ait un meilleur succès par rapport à ça. Puis, bref, on va être vigilant aussi pour le remplacement de C27, qu'on n'a pas vu encore d'éléments réapparaître. Puis, contrairement à la dernière fois, ça avait basculé rapidement. Là, c'est pas basculé rapidement. Puis maintenant, on a un ministre de l'intelligence artificielle, donc il est probable que le volet intelligence artificielle de C27, peut-être cette fois-ci, va devenir autonome. On verra comment ça va se présenter. Mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'actions à l'automne sur ces lois-là qui impactent ton métier plus que le mien, là, mais le mien indirectement. Là. Effectivement, ça va être un plaisir de revenir là, si on a des développements législatifs, là, notamment si des éléments de C27 rejaillissent. J'en serais bien heureux.
Excellent. Mais sur ça, je te remercie. C'est très éclairant, ces affaires-là. Ça vient changer le paysage. Je pense qu'on ça va encore changer beaucoup le paysage pendant les prochains mois, années sur la vie privée. Puis je pense qu'on va se reparler régulièrement sur ces sujets-là dans les mois qui s'en viennent. Ça fait plaisir.